Suite au 14 juillet 89 et inspiré par le spectacle patriotique de la démolition de la Bastille, le graveur signant AP imagina une nouvelle place de la Bastille où l'ancien palais de vengeance, c'est une expression de Voltaire, symbole du despotisme ministériel, est remplacé par un monument dédié à Louis XVI, nommé restaurateur de la liberté française, titre honorifique décerné au roi lors de sa visite rassurante de l'hôtel de ville le 17 juillet. Or, pour apprécier la nouveauté de cette allégorie, il faut la comparer au frontispice prophétique des Mémoires de la Bastille de Linguet, dont elle est sans doute la réplique. Dans les deux cas, la statue pédestre de Louis XVI, vêtue du costume du sacre, fait figure de souverain. Mais tandis qu'en 1783, les gestes majestueux de son sceptre et de sa main droite accomplissent un acte généreux en accordant la liberté aux prisonniers, la statue royale de 89, tout en foulant aux pieds l'hydre du despotisme, ressemble plutôt à un roi d'opérette maniant le sceptre avec maladresse. On peut y lire en effet la mise en scène d'un déplacement de souveraineté du roi statufié à la nation pleine de vigueur qui enfante une nouvelle génération de vaillants patriotes. Elle n'est plus subordonnée au roi paternaliste, mais agit de sa propre force, symbolisée par les deux estampes sortant de ses jupes. L'estampe du monogrammiste AP ouvre un débat d'architecture politique sur l'emplacement de la Bastille, lieu du pouvoir autrefois contaminé par les prétendues horreurs des oubliettes, mais maintenant en train d'être épuré par les travaux de démolition sous la direction de Palois. Le terrain de l'ancienne prison d'État attire tout naturellement les regards des architectes de la liberté qui sont unis dans l'intention commune de réaménager le terrain de l'ancien château et d'y ériger un monument impressionnant en honneur du souverain. Mais de quel souverain s'agira-t-il, du roi ou de la nation? Je propose 3 volets, les projets d'une colonne royale, les projets d'un palais de la nation, les projets d'une colonne de la liberté. Premier volet, la compétition des architectes commence par des projets d'un monument dédié à Louis XVI. Dès le 8 juin 1989, David de Chavigné présente à l'Académie royale d'architecture une brochure imprimée intitulée d'un projet d'un monument sur l'emplacement de la Bastille à décerner par les États généraux à Louis XVI, restaurateur de la liberté publique. Mais ce n'est que l'année suivante qu'elle publie la planche correspondante en grand format. Et en fait, on fait hommage d'un exemplaire encadré à l'Assemblée nationale. Oui, haut de 170 pieds, le monument de David s'appelle « Colonne de la liberté ». Pourtant, le sous-titre de la planche ne permet pas de doute sur le véritable souverain. La statue du roi occupe le sommet de la colonne. C'est une citation. En effet, sa main droite fait un geste impératif qui ne permet pas de refus et les 4 bas-reliefs au-dessus du
piédestal, oui, ornant le fût de la colonne, en viennent à renforcer la glorification de Louis XVI, car ils sont destinés, je cite, à célébrer les bienfaits de la majesté. Ce sont plusieurs bienfaits, une liste, l'abolition de la servitude dans les domaines, etc. Et enfin, la sanction de notre constitution jurée par Louis XVI et par la nation dans l'Assemblée des États généraux. Oui, énumération essentiellement rétrospective où le roi et la nation sont néanmoins associés à la fin. Sans se référer expressément à ce programme, Étienne Catala soumet en avril 1990 une proposition semblable. Oui, en matière iconographique, son projet d'une place sur l'emplacement de la Bastille avec une colonne au centre semblable à celle de Trajan. Oui, cela est moins développé que le projet de David, mais un détail du plan donne à voir que la colonne de son pied en hauteur qui s'élève au milieu d'une place rectangulaire est bien couronnée d'une statue royale. Bon. Oui, mais il appartenait au dessinateur et architecte amant parfait prieur de rendre hommage au roi souverain par le projet plus suggestif et plus compliqué d'un temple de la liberté. Peut-on faire cela plus grand? Ça va, oui. Donc, oui, admis le 20 août 1991 à la séance de l'Assemblée nationale, Prieur s'explique. Je cite, « J'ai pensé, Monsieur le Président, que peut-être nos premiers législateurs ne se sépareraient pas sans décréter l'élévation d'un monument peu dispendieux mais digne d'une grande nation, ne serait-il pas à propos d'offrir au regard d'un peuple nouvellement régénéré un objet qui lui rappelle sans cesse son bonheur actuel et le sel infatigable qu'il doit apporter pour maintenir ?» La réponse du président reste habituelle. Le tout serait surmonté d'un temple en marbre blanc, oui, au milieu duquel s'élèverait un obélisque en marbre couleur portant au sommet la statue du roi. Sur le frontispice du temple, on lirait « Temple dédié à la liberté ». Oui, je cite toujours, oui, on s'est attaché particulièrement dans la composition de ce monument à éterniser la mémoire d'une révolution qui fera respecter jusque dans les derniers âges la génération présente et chérir le roi qui s'en est déclaré le chef. En bref, bien que temple de la liberté, cela insiste sur la symbolique du nouveau régime naissant des ruines de l'ancien. La statue royale tenant le sceptre reste toujours la figure principale du monument. Il faut avouer qu'un mois après Varennes, c'était une position un peu paradoxe et nostalgique. Deuxième volet, les palais. À ces confirmations de la souveraineté royale s'opposent les projets au service de représentants de la nation. Ainsi, Louis Combes architecte de Bordeaux, soumet le 6 novembre 1989 son projet pour l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, je cite, « un palais de la nation pour la tenue de l'Assemblée nationale conçu comme un monument majestueux et durable qui va témoigner aux générations futures de la grandeur de la Révolution. Au centre d'une place serait élevé
un magnifique édifice public circulaire en style néoclassique, cerné de colonnes ioniques. Oui, l'on y entre sous les pignons construits aux 4 points cardinaux, oui, entrée qui s'ouvre sur 3 salons publics et au nord, oui, un salon du roi, oui, entouré d'une galerie publique, la salle de l'Assemblée nationale, oui, occuperait le centre du palais. La répartition des places et des députés serait elle aussi circulaire, avec la tribune au nord. Sur l'autel de la patrie, placé au milieu de la salle, seraient déposées les nouvelles lois votées. L'autel serait aussi le point de ralliement des serments prêtés des députés. Pour le plafond fortement voûté de la salle, Combes prévoit une décoration extraordinaire. Oui, elle devrait représenter l'astérisme de la nuit du 14 au 15 juillet 89 et l'allégorie de la vérité apportant les signes de la paix. Oui, au projet de Combes suit en avril 90 celui de Mouy Farine, architecte récemment arrivé de Troyes. Il propose de transformer le terrain de la Bastille en place nationale avec une statue pédestre de Louis XVI au milieu et diriger tout proche vers la Seine un monument pour la tenue des assemblées générales. 8 édifices de structure cruciforme pourvus d'être de cours à chacune des 4 côtés. La salle circulaire pour les sessions de l'Assemblée nationale se trouve une fois de plus au centre. Le monument est surmonté d'un temple dédié à la liberté avec des allégories aux révolutions actuelles. Mouy Farine veut-il faire la part de la souveraineté bicéphale de la monarchie constitutionnelle naissante, comme il reste laconique en ce qui concerne le statut de Louis XVI prévu pour la place nationale, on peut conclure qu'il favorise la souveraineté de la nation. À cet égard, le projet de Corbet paraît plus ambigu. Oui, inspecteur des bâtiments de la ville de Paris, Corbet avait déjà en 1784 remis le projet d'une place publique à la gloire de Louis XVI sur l'emplacement de la Bastille, proposition de réaménagement sans monument alors resté sans résultat. Corbet en publia en 90 une réédition actualisée. La planche annoncée dans la Gazette de France du 23 juillet 90 fut vendue soit pour 3 livres pour la version coloriée, soit pour 2 livres et 8 sols pour la version en noir et blanc. Si le projet est, tout comme en 84, dédié au roi et présenté à sa majesté, Corbet le dédie maintenant à l'auguste assemblée des députés de la nation. Le cœur du plan de terrain forme toujours la place de Louis XVI, mais elle est associée après coup à un palais national. En bref, ces retouches révolutionnaires ne peuvent cacher qu'il s'agit au fond d'un projet qui présuppose la souveraineté royale. Troisième volet, oui, en comparaison de la statue de Louis XVI
Les palais proposés disposaient d'une présence emblématique assez faible. C'est, semble-t-il, la raison pour laquelle plusieurs architectes sceptiques de la souveraineté royale préféraient d'ériger sur la place de la Bastille une colonne de la liberté, oui, allégorique du principe principal de la Révolution, où elle serait susceptible d'incarner une souveraineté supérieure. C'est le cas d'un projet de Nicolas-Marie Gatteau, graveur des médailles du Rail et auteur de médailles révolutionnaires, célébrant l'abolition des privilèges. Son projet s'inscrit dans une vaste opération d'urbanisme brillamment étudiée par Brigitte Laîné, ce qui nous permet de n'envisager ici que le monument principal, la colonne de la liberté, à ériger sur la place de la Bastille. D'après la plaquette intitulée « Projet d'un monument pour consacrer la Révolution » de Gatteau, présente... Ce n'est pas Gatteau, il faut... Oh. Là, vous revenez en arrière. C'est perdu? D'après la plaquette, le monument comporte, en ce qui concerne notre propos, 3 éléments principaux. Il s'agit d'abord d'une colonne majestueuse, proportionnée pour la grandeur à celle des faits qu'elle doit éterniser et qui peut, aperçue de toutes parts, devenir l'objet de la première question d'un étranger qui viendrait dans la capitale. Avec 300 pieds de haut, soit 100 mètres, elle surpasserait 2 fois celle de David de Chavigny. Cette colonne, poursuit Gatteau, serait posée sur un piédestal dont la forme dessinerait l'autel de la patrie. Le corps de la colonne représenterait un faisceau composé d'autant de lances qu'il y a de départements dans le royaume. Ensuite, au sommet de la colonne, le globe de France porterait la liberté sous la figure de femme qui, tenant de la main gauche une palme et de la main droite une pique, surmontée d'un bonnet, semblerait prendre possession de ce grand royaume et y fixer son empire. C'est une citation. Enfin, au pied de la colonne sur le piédestal, 4 groupes de sculptures évoqueraient les principes et les forces morales secondaires du nouvel régime. La philosophie éclairant un prélat, la vérité enseignant un citoyen et Hercule instruisant un jeune guerrier. En plus, je cite, dans le principal de ces groupes est représenté le roi qui, s'appuyant sur la justice, son ministre, dessiné sous la figure du conseil, lui présente son travail pour la convocation des États. Ainsi, pour ainsi dire, tomber du sommet au pied de la colonne, Louis XVI est réduit au rôle de déclencheur d'une révolution qui est ensuite guidée par un autre souverain. Parmi les projets évoqués ici, celui de Gatteau est sans aucun doute le plus soigneusement élaboré. Le 12 juillet 1990, une semaine avant David, l'artiste s'adresse à l'Assemblée nationale en priant d'accepter la dédicace de sa gravure sans cependant obtenir le succès que ses concurrents. Ayant jusqu'en octobre 1991 tout préparé pour ouvrir le chantier de la colonne, il attend en vain une décision de l'Assemblée nationale. Or, on ne peut alors concourir pour un monument sur la place de la Bastille sans tomber sur l'inévitable patriote Pierre-François Palois. Oui, admis le 11 mars 1992 à la barre de la législative, le démolisseur de la Bastille y soumet son projet
dédié à la nation française et présenté à l'Assemblée nationale et à Louis XVI, roi des Français. C'est une citation. Oui, en réclamant ses mérites au service du souverain. J'ai l'honneur de présenter un projet que j'ai conçu d'une colonne à la gloire de la nation française, oui, élevée sur les débris de ce monument que j'ai anéanti par les ordres du peuple souverain. Vous verrez sur mon projet une superbe place, une belle promenade, un pont jeté sur Seine, un nouvel arsenal isolé, un quai agréable, etc. Comme d'habitude, Palois prend soin d'offrir aux députés un objet iconique approprié à l'occasion. J'apporte, messieurs, les restes de ces fers de la Bastille dans lesquels étaient enchaînées tant de malheureuses victimes et j'en ai fait fabriquer les médailles représentant la colonne de la liberté qui sera élevée malgré les efforts du despotisme. Oui, en effet, l'avers de la médaille de fer entourée de la légende « Sur les ruines du despotisme s'est élevée la liberté » donne à voir une colonne surmontée d'une statue de la liberté. L'inscription à l'exergue ajoute à la gloire de la nation française l'an 3 de la liberté. Le texte imprimé du projet, accompagné d'un dessin attribué aux patriotes, fournit d'autres détails. Je cite, « Cette colonne, avec sa base immédiate, sera fondée sur un socle de 15 pieds de haut, représentant la Bastille dans toutes ses proportions. Oui, elle sera établie sur un rocher qui a 72 pieds et 23 pieds de hauteur. Le rocher et le modèle de la Bastille sont faits avec les débris de cette ci-devant forteresse. Les débris sembleront vouloir se relever, mais ils resteront écrasés par la colonne dont la seule simplicité formera l'ornement. » Fin de la citation. Mais rien n'est précisé quant à la statue de la liberté au sommet de la colonne. Femme habillée à l'antique et tenant une pique coiffée du bonnet phrygien. Le 16 juin 92, visant la prochaine fédération, l'Assemblée vote le décret d'urgence suivant. Oui, article 1er, il sera formé sur l'ancien terrain de la Bastille une place qui portera le nom de place de la Liberté. Article 2, il sera élevé au milieu de cette place une colonne surmontée de la statue de la Liberté. 3, la première pierre des fondations sera posée le 14 juillet prochain par une députation de l'Assemblée nationale dans le lieu sur lequel la colonne sera élevée. Favorable au projet de Palois, la législative décida le 12 juillet qu'une députation de 60 membres de l'Assemblée nationale se rendra sur les ruines de la Bastille pour poser la première pierre de la colonne de liberté. Entre-temps, le patriote se hâtait de préparer les instruments pour la cérémonie. Oui, d'inviter les orateurs et de faire imprimer non seulement des billets d'entrée, mais encore l'ordre du cortège de la troisième fête de la Fédération, démarrant le 14 juillet au lieu de mémoire par excellence de la Révolution. À 9h, je cite, du matin, une députation de 60 membres de l'Assemblée nationale se rendra sur la place de la Bastille pour assister à la pose de la première pierre de la colonne de la Liberté. Selon le témoignage du courrier de Gorsat, la cérémonie qui se déroulait en présence de Louis XVI différait un peu du programme imprimé. Je cite, « Le rendez-vous général était sur l'emplacement de la Bastille et la place de la Liberté. À 11h, oui, à demi, précise, la première pierre de la colonne de la Liberté fut placée par le président de la députation de l'Assemblée nationale au bruit d'un roulement de tambour
et d'une salve d'artillerie, et qui fut en même temps le signal du départ de la fête de la tête de la colonne. En ce qui concerne le cortège proprement dit, le programme imprimé met un accent anti-royaliste en précisant que l'Assemblée nationale, qui participe encore, je cite, escortera le char de la liberté, le même qui fut le plus bel ornement de la fête de Châteauvieux. Oui, or, en attendant, la colonne projetait la figure de la liberté trônant sur le char triomphal construit en 91 sous la direction de David prenait en quelque sorte sa place. Elle sert ainsi d'adversaire au roi qui doit se joindre à l'Assemblée nationale et marcher avec elle. Mais toute idée d'adulation et de servitude étant effacée des cœurs pénétrés d'horreur pour les tyrans, c'est une citation, les hommes qui viennent jurer la haine éternelle aux despotes ne s'humilieront plus devant une idole qui doit être nulle à l'aspect de la statue de la liberté. On ne verra que la nation dans cette auguste cérémonie, oui, et la majesté souveraine du peuple recevoir seuls les hommages des hommes libres. Ce sont les paroles de Paulois. L'éviction symbolique de la souveraineté royale au profit de la souveraineté nationale ne pouvait être plus forte et plus évidente. Merci.